Bismillah, chers élèves du baccalauréat, ravi de rejoindre par cette vidéo que je vais entamer pour vous présenter une restriction ou bien restriction des connaissances avec un petit exercice de génétique humaine. Il s'agit d'un exercice du baccalauréat, examen national. Pour les questions, recopiez sur une feuille de production les lettres correspondant à chaque proportion parmi les proportions ou bien à chaque proposition parmi les propositions suivantes. On vous propose des réponses et vous écrivez soit vrai, soit faux. Dans le cas d'une maladie dominante liée au sexe au chromosome X, est-ce que la probabilité que les filles soient malades est de 50% si leur père est malade? Si leur père est malade. Voilà, qu'est-ce que je dois connaître pour répondre à cette question? Voilà, le père est malade. La maladie est dominante. Maladie dominante liée au chromosome X, c'est-à-dire qu'il sera de génotype X, grand M, Y. Est-ce que ce père peut ou bien aura la probabilité que ses filles soient malades de 50%? Il va leur transmettre le X, M. La maladie est dominante, ce qui implique toutes les filles, ils n'ont pas 50%, seront malades. Donc la réponse, je dois associer à la lettre petit a le mot faux. Je répète, le père est malade, la maladie est dominante, liée au chromosome X. L'allèle responsable de la maladie, il est dominant. J'écris ici le grand M, c'est-à-dire la maladie. Le père n'aura pas le choix de transmettre que le X grand M à ses filles. Donc, toutes les filles seront malades. Donc, la réponse, elle est A, c'est faux. Je peux passer à la question B. La question B, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Dans le cas d'une maladie, cette fois-ci récessive, une maladie récessive, liée toujours au chromosome X, tous les garçons d'une mère malade, la mère cette fois-ci, elle est malade, seront malades. Voilà. Qu'est-ce que je peux utiliser comme support pour répondre à la question? Une maladie récessive.
maladie récessive liée au chromosome X. Est-ce que tous les garçons d'une mère malade seront malades? Donc, je dois déduire d'abord le génotype de la mère. Maladie récessive, donc petit m, lié au sexe, donc XX les chromosomes. Les ovules produits seront 100% X. La question, les garçons. La mère renvoie ou bien transmet le X via ses ovules à toute la descendance de sexe mâle. Donc tous les garçons seront malades. Oui, tous les garçons seront malades. Là, j'essaie de vous montrer la stratégie ou bien les différentes perspectives qu'on peut choisir pour répondre correctement aux questions suivantes. Oui, tous les garçons seront malades. Pourquoi? Parce que chaque garçon présente le X et le Y. Le Y, il provient de son père. Le X provient de la mère. Et la mère leur transmet le petit m. Bien que le petit m est récessif, les garçons seront tous malades. Pourquoi? Parce que le Y ne contient pas d'allèle qui doit entrer en compétition avec l'allèle petit m. Donc l'expression de la maladie sera valide. Donc, je peux écrire le B avec vrai. Tous les garçons seront malades. Je passe à la question, cette fois-ci, C. La question C, c'est quoi? Dans le cas d'une maladie autosomique, cette fois-ci, le gène responsable est porté par des chromosomes autosomales et la maladie est récessive. La probabilité qu'un père hétérozygote transmet l'allèle morbide à ses enfants est de 50%. Là, on a dit à ses enfants, c'est-à-dire au sexe mâle et au sexe femelle, c'est-à-dire aux filles et aux garçons. Voilà, qu'est-ce que je peux utiliser comme stratégie pour sortir ou bien pour choisir le vrai ou le faux dans le cas d'une maladie autosomale récessive. Donc, pour le C, maladie autosomale récessive. La probabilité qu'un père hétérozygote, donc ce père hétérozygote ne sera pas malade. Le grand M et le petit m. Voilà, là c'est ça. Et là c'est la maladie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que, ou bien on vous propose que la maladie, elle est autosomale, elle est récessive. La maladie.
Le père va transmettre via ses spermatozoïdes soit le grand M, soit le petit m, aux deux sexes, les filles et les garçons, de la même façon. Donc il aura 50% de spermatozoïdes type M et 50% de spermatozoïdes qui portent le grand M. Et là, on vous propose l'allèle morbide muté. Oui, il aura la possibilité toujours de transmettre 50% de ces spermatozoïdes qui portent l'allèle morbide. Voilà, tant que la maladie est récessive, tant que le père est hétérozygote, on aura le génotype, on le représente par le génotype suivant, grand M, petit m. Ça, c'est grand M, c'est le dominant. Le morbide, c'est petit m, c'est la maladie. Il produira donc deux types de spermatozoïdes. Il va transmettre soit le petit m, soit le grand M avec la même probabilité qui est 50%, soit aux filles, soit aux garçons. Donc, je peux écrire le petit c, c'est vrai. Voilà pour la question numéro D. Dans le cas d'une maladie autosomique dominante, un père hétérozygote, comme la première, transmet l'allèle morbide à 100% de ses enfants. Est-ce que c'est vrai ou non? Même chose, cas d'une maladie autosomique dominante. Donc pour le D, cas d'une maladie autosomique dominante, je peux, et le père, il est hétérozygote. Là, cette fois-ci, il sera malade. Au contraire, la première question, il sera sain. Mais le problème là, M, c'est maladie, c'est morbide. Et là, le petit m, c'est sain. Le père produira de la même façon 50% de spermatozoïdes type grand M et 50% de spermatozoïdes type petit m, portés par un chromosome autosomal. Il va donc transmettre 50%. Voilà. Dans ce cas, le père hétérozygote transmet l'allèle morbide à 100% de ses enfants. Non. Il aura des spermatozoïdes qui portent le petit m et des spermatozoïdes qui portent le grand M. Donc là, c'est seulement 50% au lieu de 100%, ce qui implique que le D est faux. Après avoir répondu à la question, je dois passer à l'exercice. C'est un exercice dont je trouve l'utilité, c'est qu'il présente à la fois une famille A et une famille B qui présentent chacune, ou bien séparément, une anomalie héréditaire. Et après avoir raisonné sur chaque famille,
c'est l'équivalent d'un raisonnement d'un monohybridisme, soit dans la famille A, soit dans la famille B. Mais après cela, on va aboutir à un raisonnement qui est similaire au cas d'un dihybridisme. Pourquoi? Parce que les gens 3, 4 et 3, 5 ont réalisé là, après mariage, ils ont donné un fœtus à un nouveau-né dont ils sont inquiets sur son sort de point de vue anomalie, tant que les deux familles sachent très bien que chacun d'eux présente une anomalie. Voilà pour la famille A, d'où provient la femme 3, 4, s'inquiète que son futur enfant soit atteint de 2 anomalies héréditaires car il est né d'une famille daltonienne. Voilà, la femme 3, 4 provient d'une famille daltonienne. Son mari, lui, qui est cette fois-ci le 5 là, le 3, 5, il provient d'une famille sourd ou bien de sourds-muets. Le document suivant présente l'arbre généalogique des deux familles. Voilà l'arbre généalogique des deux familles. Vous devez savoir la signification des symboles correspondants. Le cercle noir, c'est une femme sourde muette. Voilà pour la couleur verte. J'ai essayé de montrer la transmission de l'anomalie héréditaire qui est le daltonisme. La question est la suivante. Sachant que le daltonisme est lié au sexe et au chromosome, voilà, le daltonisme est lié au sexe. Et en se basant sur l'arbre généalogique, déterminer le mode de transmission de chacun des deux anomalies. Voilà le raisonnement que je dois suivre. C'est quoi? Pour la question numéro 1, déterminer le mode de transmission. La famille A, daltonisme, lié au sexe. Donc on doit chercher si l'allèle responsable ou bien les allèles, c'est-à-dire le gène, est-ce qu'il est porté par le chromosome X ou Y? Donc, voilà, ou bien l'arbre généalogique montre que les deux sexes peuvent être atteints. Donc, le chromosome porteur, ou bien qui porte le gène responsable du daltonisme, existe sur le chromosome X. Il est porté par le chromosome X. Après avoir montré qu'il est porté par le chromosome X, on doit savoir est-ce qu'il est dominant ou récessif. Est-ce qu'il est dominant
ou récessif, l'allèle responsable de cette maladie. Là, il fallait faire très attention. Pourquoi? Parce que on vous donne le cas où il y a un partenaire atteint et toutes les générations seront ou bien présentent au moins un des descendants malades. On peut se tromper facilement et dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Alors qu'on doit chercher attentivement à démontrer cette dominance ou bien confirmer le contraire, c'est-à-dire que la maladie est récessive. Voilà, là, on doit chercher toujours le cas convenable pour démontrer est-ce que l'allèle est dominant ou bien récessif. Tant que la maladie est portée, ou bien le gène responsable de la maladie est porté par le X, je dois aller directement au mâle, c'est-à-dire aux hommes qui présentent la maladie. Voilà, comme là, on a le 2, 3. C'est un père qui peut transmettre un X à sa fille 3, 4. Tant que le père est malade, c'est-à-dire porteur de la maladie, tant que le père est malade, c'est-à-dire qu'il aura un génotype, un génotype XY, maladie Y sans allèle, donc le X qu'il va transmettre à la fille, il doit obligatoirement porter l'un des allèles, soit le petit d, soit le grand D. Et c'est ça le problème qu'on doit résoudre. Est-ce que le X, c'est-à-dire le spermatozoïde portant le chromosome X, est-ce qu'il contient l'allèle D minuscule ou bien D majuscule? Dans le cas où il porte l'allèle D majuscule, cas de la maladie, le père il est malade, il doit le transmettre à sa fille 3-4, alors que la fille 3-4 elle est saine. S'il est saine, c'est-à-dire qu'il reçoit le chromosome X avec un petit D, ils n'ont pas un grand D. Pour être saine, c'est-à-dire qu'il reçoit le petit D de son père, ils n'ont pas le grand D. Et le petit D sera responsable de la maladie. Le petit D sera responsable de la maladie, oui, mais il ne s'exprime pas. Pourquoi? Parce qu'il est masqué par l'allèle dominant qui est responsable cette fois-ci d'un état sain. D'où la maladie dans ce cas est récessive. La maladie est récessive. Je peux répéter là, le père 3-2 malade, il transmet obligatoirement son X porteur de la tare,
ou bien de l'allèle morbide à sa fille 3-4. Mais sa fille 3-4 aura de la chance. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un autre allèle dominant qui aura masqué l'expression de petit d, ou bien qui a inhibé l'action de petit d, et donc l'expression sera favorisée par le grand D, là, hein, qui contrôle l'expression ou bien le phénotype sain. Donc la maladie est récessive et portée par le chromosome X. Pour le cas de la famille B, le cas de l'anomalie héréditaire de Sourd-Millet. Première des choses, on doit savoir si la maladie ou bien si l'anomalie est récessive ou bien dominante. Là, c'est très facile. Comme vous le savez, les deux parents là sont sains et pourtant, ils ont donné une fille de 5 qui est malade, donc la maladie est récessive. Donc, je dois écrire que les parents voilà, 1-3 et 1-4 sont sains. Pourtant, ils ont donné naissance. Voilà. Ils ont donné naissance à une fille de 5 atteinte. Donc, la maladie ou bien l'anomalie est récessive. Deuxième élément, comment montrer que cette anomalie est liée au sexe ou non? Comment le montrer? Comme j'ai dit auparavant, je dois choisir le local de cet arbre généalogique ou bien la partie de cet arbre généalogique qui peut me donner la solution concernant la question liée au sexe ou non. Pour là, on a la femme de 5 présente la maladie est récessive. Si l'anomalie est gouvernée par un chromosome sexuel X, car on parle d'une femelle, cette femme sera ou bien aura
le génotype XX les symboles qu'on nous a donnés, on a le grand S, le petit s. La maladie est récessive, donc je dois écrire petit s, là c'est la maladie, c'est morbide. Et là c'est sain, l'allèle. Voilà. Le X. Tant que l'anomalie est récessive, tant que la femme transmet un X qui portera le petit s au garçon, voilà, au garçon, trois, 5 et 3, 6, ils seront obligatoirement malades. Pourquoi? Parce qu'ils auront le petit x, ou bien le x avec le petit s, qui s'exprime sans compétiteur, sans allèles qui entrent en compétition. On dirait qu'ils sont comme des races pures, là. Ils seront malades, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc la maladie est gouvernée et contrôlée par un gène porté sur des chromosomes autosomaux. Donc le cas, ça c'est pour tout simplement vous montrer comment on peut, par un raisonnement logique, arriver à la question qu'on peut simplifier comme suit. La famille a la transmission de la maladie est liée au chromosome sexuel X et c'est une maladie récessive. Alors que chez la famille B, la transmission de la maladie est liée au chromosome autosomal et aussi c'est une maladie récessive.
et c'est une maladie qui est récessive. Je peux passer à la question numéro 2. Sachant que le patrimoine héréditaire de chacun de ses conjoints trois, 4 et 3, 5 ne porte pas l'allèle morbide de l'autre famille. Il ne porte pas l'allèle morbide de l'autre famille. Donnez le génotype ou bien les génotypes des conjoints 3, 4 et 3, 5 en prenant en considération les deux gènes utilisés, c'est-à-dire les symboles qui sont grand D, petit d et grand S, petit s, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Pour cela, l'essentiel, sachant que le patrimoine héréditaire de chacun de ses conjoints ne porte pas l'allèle morbide de l'autre famille, c'est-à-dire que la famille B n'est pas atteinte du daltonisme et la famille A n'est pas atteinte, il est sain de point de vue anomalie correspondant au sourd-muet. Après avoir fixé cette idée qui est principale, on vous demande de donner le génotype de la 3-4 et de la 3-5. Pour le 3-4, voilà la question 2. 3, 4. Il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une maladie liée au sexe. Donc, 2 chromosomes sexuels XX. Il s'agit d'une femme saine. Donc, il aura un petit D là et un grand D là. Pourquoi le grand D là? Le grand D parce qu'il est sain. Pourquoi le petit D là? Parce que son père a transmis un chromosome sexuel X qui portera la tare ou bien qui portera l'allèle morbide, donc il sera hétérozygote. Voilà pour le père qui est cette fois-ci 3, 5. C'est un homme. Là, la maladie est autosomale, je ne dois pas mettre les chromosomes sexuels, mais cette fois-ci les chromosomes autosomaux. Avec les symboles petit s, grand S, je dois prouver qu'il s'agit d'un hétérozygote tant que la mère là, il est malade et que la maladie est récessive, donc il sera de génotype petit s, petit s. Et quand il est petit s, il n'a pas le choix que de renvoyer ce petit s à ses descendants. Mais là, un grand problème peut se poser pour la question 2A. C'est donner le génotype de la femme et de son mari, alors qu'ils ont proposé, sachant que le patrimoine héréditaire des deux conjoints ne porte pas l'allèle morbide. Donner le génotype des deux en prenant en considération les deux gènes.
Le mot essentiel là, c'est en prenant en considération les deux gènes. Donner le génotype. Lorsqu'on prend en considération les deux gènes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un déhybridisme, qu'il peut représenter les deux paires de chromosomes en même temps. Et cette fois, le génotype accepté sera de la façon suivante. Le génotype pour la femme, il sera daltonien, il sera porteuse de la maladie daltonisme et il sera sain 100%. Par contre, l'homme là, il est sain de point de vue daltonisme, alors qu'il est hétérozygote de point de vue sourd-muet. Comme je l'ai démontré, il est hétérozygote pour cette anomalie héréditaire, alors que la femme, il est hétérozygote pour la maladie qui est liée au sexe, qui est XX. Et le premier génotype ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de représenter en même temps le gène responsable de la maladie daltonisme et de l'anomalie sourd-muet. Tant que l'un des gènes est porté par le chromosome sexuel et l'autre par l'autosomal, donc les deux gènes sont indépendants. Là, voilà, on s'appuie sur le mot suivant, représenter les deux gènes et non pas un seul gène pour chaque conjoint. De déterminer ou bien d'illustrer l'échiquier de croisement. Pour la question 2b. Pour l'échiquier de croisement, je dois mentionner les génotypes des gamètes. Dans les deux cas, il s'agit de gènes indépendants, donc troisième loi de Mendel valide. Et pour l'homozygote là, il va produire deux types de gamètes. La femelle, pourquoi? Parce qu'il est XX. Là, pour le mâle, il est homozygote pour le S, petit s, mais il est hétérogamétique. Là, on a le XY. Donc, il va produire quatre types de gamètes. Quatre types de gamètes de proportion équiprobable. Là, deux types de gamètes qui sont aussi équiprobables. Deux types équiprobables. Là, il va produire un X grand S avec le D, ovule, comme il peut produire des ovules type X, petit d, S, un demi. Là, il y a production de quatre types de spermatozoïdes avec chromosome sexuel X autosomal, chromosome sexuel Y autosomal. Là, chromosome sexuel X, chromosome autosomal, Y et le chromosome autosomal. L'autosomal, il peut porter soit le grand S, soit le petit s. Grand S, petit s.
Pour le X, il porte toujours le D. Le D. Et le Y, là, il ne portera pas d'allèle avec les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart. Après avoir donné les génotypes de chaque type de gamète chez chacun des parents, on doit passer à l'échiquier de croisement. On aura l'échiquier de croisement suivant. Là, c'est 1/2, 1/2, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Là, ce sont les spermatozoïdes, là. Après la rencontre, après la fusion, on aura le XX, grand D, grand D. Là, c'est le X, grand D. Là, c'est le XX, grand D, grand D. Là, c'est le XY, grand D. Pour les autosomaux, grand S, grand S. Grand S, petit s. Pardon. Là, c'est grand S, grand S. Là, c'est grand S, petit s. Pour le phénotype, ça sera grand D, S, c'est-à-dire ça. 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 Là, ça sera grand D, petit d. Là, c'est petit d. Là, c'est grand D, petit d. Là, c'est petit d. Là, c'est le grand S, petit s. Là, c'est le grand S, grand S. Là, c'est le grand S, grand S. Là, c'est le grand S, petit s. Pour le phénotype, ça sera grand D, grand S. Là, c'est petit d, c'est daltonien. Et c'est grand S. Là, c'est grand D, grand S. Là, c'est petit d, daltonien, mais aussi grand S. Pour les proportions, c'est 1/8 pour chaque case. Oui, pour le sexe, là, ce sont des femelles. Femelles. Là aussi, ce sont des femelles. Femelles. Et là, c'est le XY, donc ce sont des mâles. Là, la même chose, des mâles, des mâles. Il n'y aura pas d'enfant qui est à la fois daltonien et sourd-muet. Voilà. Mais il peut y avoir des enfants qui sont daltoniens de sexe mâle. Voilà, cette vidéo tient à sa fin. Je sais bien que j'ai allongé un peu le raisonnement, mais c'est toujours dans l'intérêt de l'élève pour montrer tous les nœuds qu'on doit dénouer, qu'on doit montrer, qu'on doit mettre en relief pour ne pas tomber dans les pièges. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit toujours, j'attends vos commentaires, vos questions. Adhérez à la chaîne et au revoir.